Sauf que le rentier, il n'avait pas aussi cette image du type curieux qui... Les dirigeants ont décidé d'offrir un cadeau à Abdelaziz Bouteflika, c'était un cheval, et que c'était un cheval qu'on offrait à une photo. Donc à ce moment-là, on avait atteint un degré ubuesque, je veux dire de folie, quoi. Il a créé le collectif Monsois des Coquelicots, comme il y en a un peu dans toutes les villes. Parce qu'on vit au jour le jour. Non seulement parce qu'on vit de plus en plus le nez sur l'immédiat. La disparition des abeilles, par exemple, est une tragédie, pas seulement pour ceux qui vont manquer de miel, mais aussi pour les fleurs qui ne pourront plus disséminer comme les abeilles le faisaient leur pollen. Vous avez rien dit. Alors combien vous êtes de bénévoles? Ouais. Sortir du chaos, les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient, mais peut-être pour mieux vous connaître, j'ai envie qu'on en sache un petit peu plus de vous. On sait le spécialiste de l'islam que vous êtes du monde arabe, vous dirigez la chaîne Moyen-Orient Normal Sup, mais vous avez passé votre doctorat sur les frères musulmans au Caire, je crois. Mais qu'est-ce qui fait que le jeune homme, le gamin, avant d'être jeune homme, s'intéresse à la civilisation arabe, à cette culture? Alors, puisque vous me poussez sur le côté azuréen, je vais vous répondre comme vous le souhaitez. C'est-à-dire que c'est effectivement, je crois que ça s'est joué ici, au Vieux-Nice, quand j'allais avec mon arrière-grand-mère me balader, etc. Le Vieux-Nice n'était pas encore perçu à ce moment-là, je suis né en 55, comme une ville arabe, comme elle a été ensuite, avant d'être gentrifiée de nouveau. Mais c'était les odeurs d'épices, du stockfish, tout ce qu'il y avait là, comme ça. C'était quelque chose qui a formé, je pense, ma sensibilité dans ma jeunesse. Après, à 4 ans, mes parents sont sortis de la misère, donc je les ai rejoints à Paris où ils vivaient. Après avoir été atrocement bizuté parce que je parlais comme ça à l'école. Les gosses sont tous foutus de moi. Et bon, du coup, le lundi suivant, j'ai pris l'accent pointu. Et je suis devenu premier de la classe pour me faire chier. Et donc, voilà. Puis après, je revenais toujours ici. Pour moi, c'était un peu le paradis perdu où j'étais arraché de Menton et de Nice et de Bordeaux quand j'avais 4 ans. Et bon, puis quand je suis arrivé au Moyen-Orient, au départ, parce que j'avais fait du grec et du latin, j'avais personne qui avait fait de l'arabe dans ma famille. J'avais un vague grand-oncle qui avait été militaire en Algérie, mais ça ne faisait pas vraiment partie du récit. Et puis, je crois que j'ai eu le choc quand je suis arrivé dans la ville de Latakia, qui est en Syrie, qui est aujourd'hui, à l'époque on ne pensait pas de tout ça, qui est un peu le bastion des Alaouites, parce que la sensibilité méditerranéenne de ma grand-mère était directrice d'école à Terre Hamat, à Nice, immortalisé ce nom par le Clésio, qui en a fait notre prix Nobel, qui en a fait un roman, vous savez. Et à Nice, on dit Terre Hamat, on ne dit pas Terre Hamat. Et donc, ben voilà, je crois que c'est ça, cette terre aimée, si je dis à tous les sens du terme. C'est elle que j'ai sans doute projetée en termes non, c'était pas de l'ordre du raisonnement, mais plutôt de l'ordre de la sensibilité, de l'adhésion aux couleurs, des parfums. J'avais lamentablement échoué le concours d'entrée de l'école normale supérieure. Ma mère, Antoinette, était décédée. Ma copine s'était barrée parce que j'étais parti trop longtemps en vacances. Peut-être pour d'autres raisons. C'est la nouvelle. Ah, c'était dur, et donc c'est pas quoi faire. Du coup, j'étais pas là parce que
J'avais bien aimé la Syrie, et puis voilà, 50 ans après, je suis là. Et 50 ans après, voilà. Entre-temps, je suis entré à l'école normale supérieure comme professeur. Vous avez été incapable d'entrer comme élève. Si vous voulez, à force de tourner autour de la Méditerranée, j'ai réussi à revenir là où j'aurais voulu commencer pour finir ma vie là où j'aurais aimé commencer. Mais je ne regrette rien, finalement. En plus, je viens raconter ça sur la Côte d'Azur. Et des choses aussi importantes et qui nous importent tous, parce qu'il va probablement du devenir du monde. L'intérêt de ce livre, simplement quand on en lit le titre, Sortir du chaos, c'est donc quelque chose de possible. Vous retracez là 4 décennies qui nous amènent aujourd'hui à ce conflit mondial. Déjà, il faut lire le livre, c'est le but de l'opération. Donc, cet infinitif qui a valeur impérative, c'est-à-dire sortir du chaos, il faut se donner les moyens d'en sortir. Je n'ai pas dit la sortie du chaos, je n'aurais certainement pas dit qu'on est sorti du chaos, sinon vous auriez été fondé à vous moquer de moi. Et donc, pour sortir, il faut comprendre. Il faut comprendre ce qui s'est passé. Et moi, mon travail comme universitaire, c'est de fournir un modèle explicatif que j'estime aussi juste que possible pour comprendre comment on en est arrivé là, où les bifurcations sont mal passées, mettre les choses en place. Alors, je vous donne un exemple. Le livre commence en 73 et finit aujourd'hui. Enfin, il a fini en 2018, oui, l'année dernière. Et dans les éditions américaines, il y a des mises à jour, étrangères, des mises à jour, de quelle sorte. Mais pourquoi ça? Parce que ces 40 et quelques années me semble un moment très important, et le segment historique me semble pertinent pour comprendre ce qui se produit. Je commence en octobre 73, qui est la guerre que vous connaissez comme guerre. Non, c'est la guerre du Kippur. Voilà, oui, je testais vos connaissances. Bon, oui, vous êtes rattrapé. On oublie bien entendu, mais justement, guerre du Kippour. Je vais vous demander de réfléchir sur ce terme. Guerre du Kippour, oui, mais ce n'est pas seulement la guerre du Kippour. La guerre du Kippour, pourquoi? Parce que c'est une guerre, une offensive qui prend l'opportunité, qui saisit l'occasion, traquons les anglicismes dans notre propos, qui saisit l'occasion du jeune juif du Kippour qui met Israël en veilleuse pour attaquer. En effet, ça s'appelle le salafisme, le wahhabisme, c'est pareil. Et ça, c'est le début de l'histoire. C'est-à-dire, on voit en fait juste comment la sphère politique commence à s'islamiser. D'abord au Moyen-Orient, ensuite en Afrique du Nord, ensuite à travers l'immigration dans les quartiers populaires des banlieues françaises. J'ai aussi beaucoup travaillé sur ça. Jusqu'à cette période, et avec les différentes phases du djihad, que j'explique, une espèce de dialectique du djihad, jusqu'à Daesh, et, si j'ose dire, jusqu'à l'entrée de la préfecture de police jeudi. Synonyme. Néant, vide et rien. Et vous êtes réfugié politique en France depuis 2011. Maintenant française. Et maintenant française, vous avez acquis la nationalité. En France, vous avez achevé en 2014 une thèse de doctorat sur l'interdépendance des mouvements sociaux en contexte autoritaire. Là, j'ai décidé de ne pas être exilée. Donc j'ai dit que je vais dépasser la notion d'exil. Et moi, mon pays, c'est Méditerranée. C'est le monde entier, mais surtout Méditerranée. C'est l'huile d'olive, citron, des choses comme ça. Et donc moi, je trouvais mes luttes ici. Je suis dans les luttes de droits de l'homme, je suis dans les mouvements féministes. Elle s'appelle Juliette.